Bonjour à toutes et à tous, bonjour toutes les personnes qui sont avec nous et bienvenue à cet Impact Café qui est dédié à la question de l'eau. Demain, boira-t-on de l'eau recyclée? Bonjour à toutes nos personnes qui nous suivent, auditeurs ou en vidéo depuis Nîmes et Perpignan et Montpellier, bien entendu, également. Alors, l'eau est précieuse, trop précieuse pour être utilisée qu'une fois. On est dans une dynamique à une croisée des chemins puisque on a vu que le changement climatique nous impose et nous accélère la nécessité de se poser des questions sur les ressources dont nous disposons. La succession de périodes de sécheresse intense avec quand même quelques épisodes cévenols qui passent par là, mais pour nous, la sécheresse intense, on a vu que ça amène les préfectures à éviter, demander aux gens de ne pas arroser, de ne pas utiliser d'eau pour laver, etc. Donc, une pénurie d'eau qui est importante en été, en France. Bien sûr, dans le monde, on a des expériences un peu plus fortes. Et il est donc intéressant, important, voire indispensable de se poser la question à présent de quel est notre regard à porter sur l'eau, quelle est la façon dont nous devons utiliser cette ressource précieuse et aussi comment est-ce qu'on peut recycler cette eau, quelles sont les questions qui vont se poser vis-à-vis de ce recyclage, l'utilisation des eaux usées, comment, avec quelles contraintes, et comme très souvent dans ces problématiques-là, c'est un regard transversal entre scientifique, technique, bien sûr, les questions aussi psychologiques, habituer le public à utiliser, à s'habituer à d'autres pratiques. Donc, toutes ces questions-là vont être abordées. Et pour cela, on a un plateau tout à fait intéressant, puisque nous avons donc Noé de Bonaventure, qui est directeur du territoire héros chez Veolia Eau France. Et cet Impact Café est d'ailleurs fait en partenariat avec Veolia, avec Radio Aviva, bien sûr, le Gazette Café qui nous accueille et que je remercie à nouveau. Donc, Noé de Bonaventure, vous êtes président du territoire héros, directeur du... Je vous ai mis quand même une promotion, hein. Alors, qu'on se le dise. Directeur du territoire Eau. Nous avons également autour de la table Nassim Haït Moueb, qui est également ingénieur et qui va nous parler justement de la façon dont on peut avancer à l'INRAE sur cette question de l'eau. Enfin, Jean-Paul Dubois, qui est également un master et assainissement à l'école d'ingénieurs. Vous êtes à la société Épure, une société de pompage et un bureau d'ingénierie surtout. Nous verrons quelles sont les perspectives d'utilisation des eaux usées. Et enfin, Rémi Declercq, qui est à Ecofilae, une société de conseil, et qui voit justement cette utilisation des eaux usées à travers plusieurs prismes économiques, environnementaux, sociaux. C'est important de pouvoir voir tous les enjeux autour de cette réutilisation de l'eau. Alors, comment se porte le recyclage de l'eau dans le monde? Il se porte selon les pays. En Californie, en Espagne, en Floride, en Israël, à Malte, à Singapour, ils sont meilleurs élèves que nous. Et en France, on est un petit peu à la traîne là-dessus, puisqu'on a pris l'habitude d'utiliser abondamment des eaux, les eaux pures. Donc, Noé de Bonaventure, on en est où par rapport à cette utilisation d'eau? Et il est important de se poser une question autrement. Et vous, chez Veolia, je suppose que vous avez bien réfléchi à la question. On a réfléchi à la question. Après, c'est une question qui est, même si dans certains pays, les technologies sont matures au niveau réglementaire et au niveau, on va dire, des freins un peu psychologiques qu'on peut avoir. La question est déjà acceptée. Hein. Quand on prend Windhoek, la capitale de la Namibie, 100% des eaux potables sont de 100% de l'eau potable vient de. Enfin, 100% des eaux sont réutilisées. Bien sûr. À cause de la pénurie, c'est quasi une question de vie ou de mort. Il faut réutiliser l'eau au maximum. Voilà. Alors qu'en France, vous l'avez dit, on est en retard. On est à 0,03%
et du coup, on a encore beaucoup de marge pour progresser. Il y a des projets qui se lancent, il y a des projets qui se montent, il y a des projets auxquels les entreprises de l'eau participent. Et Veolia, on a notamment le projet Jourdain, qui est un projet en Vendée, et peut-être qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais du coup, c'est juste de dire que ce sujet, c'est un sujet qui nous préoccupe, c'est un sujet d'innovation, c'est un sujet où il faut faire bouger les lignes. Et pour le faire, on peut le faire que quand on est en écosystème et quand on travaille tous ensemble. De façon transversale. C'est la clé de l'affaire. Voilà. Et donc, bien sûr, vous allez évoquer que les solutions qui peuvent exister, qui existent déjà, puis les changements de comportement utiles et bien sûr les principes qui doivent guider notre rapport à la nature. C'est à la base de tout et à l'eau, puisque nous devons être plus économes de cette ressource qui est précieuse. Alors, Nassim Ait Moueb, vous êtes, ingénieur à École des Mines, et vous êtes à l'INRAE, dans l'UMR Géo. Et c'est un laboratoire mixte avec une approche pluridisciplinaire, divers angles, des tutelles de Polytech, IRD, CIRAD, Agro, Paritech, Supagro, GRBM. Donc, vous n'êtes pas financé par Veolia, mais vous travaillez profondément sur cette question de l'eau. Donc, pour vous, vous allez nous dire justement quels sont les problèmes qui se posent et puis comment scientifiquement, sanitairement, vous arrivez à travailler sur une eau qui peut être réutilisée. Très bien. Je vais déjà me repréciser que je suis chargé de recherche et chercheur au niveau d'INRAE dans une UMR qui s'appelle l'UMR Géo à Montpellier. Et dans cette UMR, on a une approche interdisciplinaire sur la question de la gestion de l'eau. On peut partir de l'eau potable jusqu'à la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture, mais également dans le contexte urbain, parce que la réutilisation a différents usages à travers le monde, principalement en France autour de l'agriculture. C'est pour ça qu'INRAE, sur ces questions-là, a différentes problématiques de recherche, différents projets. Donc là, au niveau d'INRAE, en effet, on est très intéressé par rapport à cette question de la réutilisation des eaux usées, parce que ça amène beaucoup de questions, du traitement jusqu'à la question de l'impact de ces eaux sur les systèmes d'irrigation, la partie sanitaire, vous avez commencé à l'aborder, mais également les questions économiques, de gouvernance, ou également sociétale, que ce soit en France, mais également à travers le monde. Donc on intervient sur différentes questions liées à cette question de réutilisation des eaux usées. Et je coordonne également une plateforme expérimentale à Murvel et Montpellier sur la réutilisation des eaux usées, qui a vocation à essayer de répondre à ces enjeux-là et d'innovation aussi. Donc là, c'est très important puisque cette plateforme, c'est vraiment le test de réutilisation de l'eau en agriculture. Tout à fait, oui, parce qu'on peut mener différentes expérimentations en milieu contrôlé avec toutes les qualités d'eau possibles, des eaux non traitées jusqu'en membranaire, mais surtout on irrigue également une parcelle viticole, parce que les enjeux, notamment en Occitanie et dans l'Hérault, sont beaucoup sur l'irrigation de la vigne. En tout cas, les attentes sont fortes par rapport à la possibilité, premièrement, d'irriguer la vigne. Donc, c'est une des questions, déjà, s'il faut irriguer ou pas la vigne. Mais du moment où on irrigue la vigne, du coup, ça pose beaucoup de questions sur les enjeux, soit agronomiques ou sanitaires, mais également d'accès à cette eau et de tarification de cette eau. Alors, pour donner à nos auditeurs une idée, c'est une parcelle de 80 hectares, c'est combien ? Ça dépend des sites. En tout cas, au niveau de Murviel, on a une petite parcelle de 0,5 hectares. Après, on intervient également sur des parcelles qui font 15 hectares au niveau de Roquefort-les-Corbières, par exemple, où on irrigue la vigne. Donc, on est encore au niveau, je dirais, expérimental, à l'échelle expérimentale. Je ne parle pas de la méthodologie, mais à l'amplification, pour l'instant, c'est à petits pas. C'est un des freins, on parle beaucoup des freins réglementaires et sanitaires, mais il se trouve que au niveau de ces stations, par exemple à Murviel, les Montpellier ou à Roquefort, ces stations délivrent une certaine quantité d'eau et donc on n'est pas producteur d'eau dans les stations. On traite une eau qui vient d'une commune et cette eau permet d'irriguer une certaine surface. Par exemple à Roquefort, elle permet juste d'arriver à 15 hectares, alors que les terrains, la surface irrigable serait de 500 hectares. Donc il y a encore de la marge. Il n'y a plus de marge parce qu'on ne produit pas plus d'eau.
Oui, le gisement eau est faible. Donc la quantité d'eau dans beaucoup de stations, en tout cas rurales, on ne va pas comparer par exemple avec la station les grandes villes, avec les grandes villes, fait que la proximité par exemple des parcelles viticoles avec ces stations permettent juste d'avoir quelques hectares irrigables. Est-ce qu'on est obligé de raisonner en proximité à terme, je dis dans un monde meilleur? Est-ce qu'on peut imaginer que l'excès d'eau montpelliérain, par exemple, ou biterrois, ou nîmois, ou perpignanais, va permettre d'irriguer des parcelles beaucoup plus larges, un peu plus loin? Tout dépendra du volume produit. On peut citer le cas de Montpellier, où la station de Montpellier pourrait permettre d'avoir plus de potentialité, vu les volumes qui sont rejetés directement dans la mer. Mais l'usage de proximité serait plutôt peut-être l'usage urbain. Est-ce qu'on pourrait transférer l'eau dans d'autres zones? La question du tarif va poser problème. Le coût du transport, bien sûr. Et la surface va dépendre, comment on va se répartir le coût supplémentaire de cette reuse. Alors, quand on parle d'utilisation urbaine, ça veut dire lavage des rues, lavage des voitures, avoir 2 réseaux parallèles. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a certaines villes comme Madrid, par exemple, qui sont déjà sur un système double. Donc, on a une double canalisation qui permet après des usages, soit d'irriguer les parcs et jardins, soit nettoyage de voiries. On peut être très imaginatif par rapport à la réutilisation des eaux usées. Ça dépend beaucoup du niveau de traitement. Selon les usages, on peut arriver à l'eau potable. Direct ou indirect. Donc on reviendra un petit peu sur ces potentiels. Bien sûr, je vais me tourner vers Rémi Declercq, qui est coordinateur R&D, chef de projet réutilisation de l'eau à Ecofilae. Alors Ecofilae, société de conseil sur l'eau. Comment vous apportez ce conseil? Vous apportez cette transversalité entre les aspects économiques, techniques? Comment vous intervenez? Alors oui, effectivement, Ecofilae, on est une société de conseil basée à Montpellier, spécialisée sur la réutilisation des eaux. Et avant de redéfinir bien ce qu'est la réutilisation des eaux, je pense que ça peut être nécessaire également. Voilà, effectivement, c'est un sujet complexe qui n'est pas que technique, qui n'est pas que économique, nécessite des approches qui sont nouvelles sur des approches de perception. Comportement aussi, bien sûr. Sur des approches même juridiques, financières, sur des approches de gestion du risque. On va parler du risque sanitaire, de risques environnementaux, de risques agronomiques quand il s'agit d'une réutilisation en irrigation. Mais voilà, c'est toute cette transversalité exactement que l'on apporte sur l'ensemble des projets que l'on accompagne depuis maintenant plus de pratiquement 15 ans. Alors, sur une démarche émergente comme ça, une société de conseil en général a des données. Vous prenez des données, l'expérience d'autres pays plus avancés que nous. Comment ça se passe ? Alors effectivement, on travaille aussi à l'international, ce qui nous permet, nous, d'avoir des références à l'étranger. Puis après, il y a énormément de littérature sur le sujet, de références. On a des sujets, une thématique qui est quand même relativement nouvelle, sauf dans quelques pays spécifiques phares. Et donc effectivement, on peut récupérer énormément d'informations ou s'inspirer, on va dire, de l'existant, de ce qui se fait ailleurs. Et il y a beaucoup déjà de faits. On n'invente souvent pas grand-chose chez nous en France sur le sujet. Alors, c'est un conseil cas par cas, selon le territoire, selon le besoin. Est-ce que c'est la méthode, elle est duplicable comme ça, d'une région à l'autre? Je vais vous simplifier la vie, là. Oui, alors... copier-coller d'une région à l'autre, tranquillement. Effectivement, il y a des approches, il y a des étapes qui sont communes à tous les territoires, ou tous les projets, quelle que soit l'échelle, quel que soit le type d'eau qu'on souhaite réutiliser. Il y a des étapes, une méthode qui reste commune, mais globalement, effectivement, il y a des spécificités propres à chaque projet, à chaque type d'eau, à chaque usage. Et j'ai envie de dire que presque chaque projet est spécifique dans son approche. Très bien, je vous remercie Rémi Declercq. Alors je me tourne à présent vers Épure. Donc le directeur de la société Épure est avec nous, une société qui fait de l'épuration, du pompage urbain et rural. Donc on parlait de transport de l'eau tout à l'heure, dans un rêve absolu. Dites-nous un peu quelle est votre activité. Vous êtes une filiale de Veolia? Alors oui, nous sommes 100% affiliés à Veolia. Oui. Donc nous sommes un bureau d'études et de travaux à la fois, et on réalise tout un tas de travaux d'équipement sur la région Languedoc-Roussillon. Et on a notamment travaillé sur le projet d'Irialto, que Nassim, je pense, et Rémi connaissent bien. Oui. C'est la réutilisation des eaux usées en fait, en sortie de la station d'épuration de Narbonne-Plage, et on alimente 80 hectares de vignes derrière.
Donc c'est tout à fait déjà significatif. Oui, alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus d'une décennie de travail, de collaboration entre différents acteurs, tous les services étatiques, etc. Donc, pour répondre déjà à demain boira-t-on de l'eau recyclée, peut-être pas demain, mais vous le faites d'une manière un petit peu détournée. Donc ça, c'est notre sujet. Mais voilà, donc... Dites-nous tout, là. Vous en avez dit trop ou pas J'en ai assez, déjà là. parlé. En fait, il y a tous les hypochondriaques qui nous écoutent, qui sont en train de se dire « je vais être malade demain ». Non, absolument pas. Absolument pas. Mais très clairement, aujourd'hui, si on prend, j'en discutais avec les collègues tout à l'heure, si on prend les règles commerciales, les lois commerciales, si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde mange de l'avocat ou des mandarines qui viennent d'Espagne ou de l'avocat qui vient d'Israël. Sachant que 80% des eaux en Israël sont recyclées. Aujourd'hui, votre avocat que vous avez dans l'assiette a été arrosé avec de l'eau de Rius, quoi. Et nous, chez nous aujourd'hui, donc on est obligé de sortir les rames pour vis-à-vis des services sanitaires où effectivement, c'est bien plus compliqué. Mais d'une manière détournée, effectivement, on arrive à contourner la réglementation, d'accord, sanitaire, mais on passe par la réglementation commerciale. Et oui, vous avez tous aujourd'hui mangé un avocat qui a été arrosé avec de l'eau usée, quoi. Donc l'import-export, finalement, nous rend familiers, sans le savoir, mais on va le savoir bientôt, après ce plateau, avec de l'utilisation d'eau usée, recyclée, épurées, donc on va bien le dire tout à l'heure, sont des eaux qui sanitairement sont conformes pour être utilisées pour arroser. Déjà, c'est une réglementation différente, d'accord. Oui. Je ne connais pas la réglementation israélienne ou espagnole, mais ça reste différent. Mais néanmoins, en fait, le résultat est que aujourd'hui, sur le projet d'Irialto, je ne sais pas quel sera le cépage qui va en sortir de cet arrosage grâce à l'eau usée, mais c'est vrai que je parle sous le contrôle de Nassim, mais effectivement, il y a une qualité d'eau qui est quand même différente. Et je ne sais plus quel monsieur qui disait qu'effectivement entre l'eau de pluie et l'eau potable, mais voilà, aujourd'hui on est sur des qualités d'eau physico-chimiques qui sont différentes. Donc voilà, et je pense que typiquement aujourd'hui on est quand même à un stade, si vous voulez, en France où on est obligé de bousculer un petit peu et tout un tas de services pour pouvoir avancer, parce que sinon on a un tel retard qui fait que à un moment donné, on ne prend pas le train qui est en route. Alors si on prend par étapes, chacun de vous peut répondre d'ailleurs, les freins à passer, c'est que les gens des collectivités soient mûrs sur cette utilisation et l'intérêt, ou que ce soit sanitairement qu'on ait des normes publiques qui rassurent les gens. Quel est le frein ? Pour moi, ça n'engage que moi, mais déjà, il y a un frein sociétal. Aujourd'hui, je pense, on parle de ce sujet-là, demain boira-t-on de l'eau recyclée. On se retrouve à une vingtaine de personnes. On s'attendait à être 500 ou 600, mais... Ouais. non, mais je plaisante, mais blague à part, mais c'est vrai que c'est un sujet pour lequel on n'en discute pas assez. Et c'est le devoir de tous, en fait, que ça soit aussi bien des services étatiques, que ça soit de n'importe quel citoyen, de pouvoir et bien s'informer, en fait, sur ce sujet-là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas nécessairement vraies. Et voilà, donc il faut... Est-ce que les interdictions d'arroser, par exemple, de remplir les piscines, de laver les voitures en été, etc., c'est quelque chose qui est d'ordre à faire un peu tendre l'oreille au public sur l'intérêt de l'eau recyclée? Je vais passer le micro à... Oui. Je sais pas si Rémi, c'est plus... Oui. Sur les freins, Nassim? En effet, par rapport au changement climatique, tout le monde est bien conscient qu'en plus les derniers étés font que cette question de la ressource en eau, des enjeux pour l'agriculture, l'alimentation, de plus en plus dans le sud, est un vrai enjeu. Les agriculteurs ont une vraie attente de savoir s'ils pourraient irriguer ou pas. Et donc, c'est vrai que je dirais pas que forcément les pouvoirs publics ne sont pas conscients de l'enjeu. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il y a beaucoup de financement. J'ai discuté avec Ecofilae sur le sujet de la région. Il y a beaucoup d'incitations, il y a des réglementations qui existent déjà françaises mais également européennes qui avaient vocation à inciter à la réutilisation des eaux usées. Après, c'est vrai que la réutilisation, est-ce que c'est une solution pour tous les territoires? Est-ce que c'est vraiment la solution?
Par notre expérience, on peut dire que non. C'est une des solutions pour un territoire. Et en effet, le cas par cas est important à prendre en compte parce que la réutilisation des eaux usées, par exemple à Mosson, à l'été, presque à 100% vient des eaux usées traitées. Le débit d'étiage est une réelle question. Est-ce qu'on prendrait tout l'eau, par exemple, des sorties d'eau des stations qui rejettent vers la Mosson pour être utilisée? Et donc, il y a un choix à faire entre la biodiversité, tout ce qui est le service, on va dire, systémique au niveau de la Mosson versus un usage agricole. Après, il y a le coût de l'investissement. L'investissement fait que les collectivités, du coup, doivent réfléchir. Est-ce que c'est une solution d'aller ajouter un traitement de désinfection, faire des analyses, donc un coût supplémentaire, alors qu'on a des canaux, on va dire, pour ne pas citer tous les noms, entre BRL, SCP, la CSG, qui acheminent déjà de l'eau conventionnelle à un tarif compétitif par rapport à l'utilisation des eaux usées. C'est pour ça que les cas emblématiques en France, c'est Clermont-Ferrand et Noirmoutier, c'est parce qu'à côté, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas d'eau du tout. Et c'est comme le cas de l'Espagne, de Israël, de la Tunisie, il n'y avait pas le choix. Ouais. Et donc, on est tout de suite compétitif par rapport à est-ce que dans le futur, on va être dans le même cas? Du coup, c'est un peu l'investissement qui doit être fait au départ. Et après, qui paye ce supplément d'eau? C'est un vrai frein également. Après, d'un point de vue technique, on l'a déjà dit, on peut tout faire. Après, plus on va vers des techniques poussées, plus le coût va être élevé. Donc pour Noé, justement, Noé de Bonaventure, comment vous voyez ça chez Veolia, cette évolution des besoins et des mentalités sur l'eau? Déjà pour dire que je voulais rebondir sur ce que dit Nassim, parce que je suis parfaitement en accord avec ce qui a été dit. L'équilibre technico-économique à trouver par rapport à un BRL, et enfin, les exemples des différentes villes de Clermont-Ferrand et de Noirmoutier qui ont été trouvés sont... Et la Vendée, c'est aussi un cas où voilà, on n'a pas le choix, donc on le fait. C'est des cas qui sont très intéressants. Je voulais rebondir aussi sur une notion qui est hyper importante, c'est qu'il y a déjà le grand cycle qui fait de la réhute. Et ça, on l'oublie, c'est que voilà, l'eau est prélevée dans les nappes, elle est acheminée dans les maisons, les gens consomment, les gens rejettent. Ensuite, elle est traitée dans les stations d'épuration, elle est rejetée dans le milieu naturel. Et puis, la boucle recommence, elle s'évapore, elle tombe sous forme de précipitation, etc. Et que avoir conscience de ce grand cycle de l'eau, et pas regarder tout au niveau du petit cycle de l'eau, c'est être capable de se placer face à ce sujet avec humilité, en se disant, si je crée un raccourci, si je crée une boucle, on peut déséquilibrer. Quel est l'impact que je vais avoir sur le milieu naturel? Oui. Et peut-être que et c'est là où l'équilibre technico-économique local, où je regarde la ressource, les besoins, les usages, est-ce qu'ils sont industriels, est-ce qu'ils sont agricoles, etc. En fait, il faut des bureaux d'études pour le faire, parce que c'est quelque chose de très spécifique et qui nécessite à chaque fois de bien tout recalculer. Et en même temps, il faut pousser. Et il faut pousser l'innovation, il faut pousser le réglementaire, il faut pousser les gens tout en s'assurant bien sûr que l'eau a une qualité sanitaire suffisante. Et on voit que des choses évoluent. On voit qu'il y a eu un décret l'année dernière, alors je laisserai les spécialistes peut-être le commenter, mais pour ouvrir les usages au-delà des usages d'irrigation. Parce que là, on a parlé beaucoup d'irrigation. Oui. Mais ce décret permet d'autres usages, comme par exemple le nettoyage des rues, comme par exemple... Les machines, dans des usines, le nettoyage de machines, des choses comme ça. Par exemple, l'utilisation industrielle, il y a aussi l'hydrocurage. Ouais. Aujourd'hui, quand on cure les réseaux, on fait ça avec de l'eau potable, malheureusement, parce que c'est réglementaire, mais on pourrait penser des usages. Et alors, c'est fait de manière... par l'État, donc par la préfecture, c'est fait de manière un peu particulière, puisqu'on nous donne 3 ans. On nous demande de monter des projets sur 3 ans avec une mesure des risques. Et donc sur 3 ans, ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus énormément investir. Mais bon, il faut y aller, il faut se lancer. Donc les entreprises se lancent et les collectivités aussi. Et on essaye de les accompagner. Voilà. Donc c'est une espèce de jeu d'équilibre finalement entre... anticiper sur une pénurie plus forte, puisque pour l'instant, on n'est pas en pénurie pure, complète. Anticiper un peu pour que technologiquement, législativement, au niveau des comportements, les gens soient prêts ensuite à faire des changements, si besoin. Et là où il faut faire des changements, pas les faire forcément. C'est intéressant de prendre justement prendre conscience de cet équilibre complet du grand cycle, parce que, imaginons qu'on utilise toutes les eaux
usé, recyclé pour arroser, il n'y a plus rien qui revient dans les nappes phréatiques. C'est bien, dans les rivières, dans les cours d'eau, pardon. Oui. Donc, que nous dit notre spécialiste sur cet aller-retour Non, mais effectivement, enfin moi je rejoins sur plusieurs points. Déjà, le premier, c'est effectivement la réutilisation des eaux. Telle qu'on l'entend, je la redéfinirai après, mais c'est pas la solution miracle. Hein. L'économie circulaire de l'eau au sens large, c'est un levier parmi d'autres face aux défis qui nous attendent, le changement climatique, les déficits hydriques, etc. C'est pas la solution miracle. L'autre point, c'est plus pour redéfinir de quoi on parle un petit peu mieux. Quand on parle de réutilisation des eaux, ici, nous, pour ramener sur le cycle de l'eau, le cycle anthropique, enfin le petit cycle de l'eau, on l'appelle, celui qui est maîtrisé par l'homme, on prélève l'eau potable dans le milieu naturel, que ce soit un cours d'eau, dans une nappe, on le traite, on l'amène chez nous pour utiliser en tant qu'eau potable, et derrière, on se retrouve avec nos eaux usées. Parmi nos eaux usées, on a en France, globalement, dans peut-être 90% des foyers ou des communautés urbaines ou aménagées qui existent, on a un système de collecte qui est unitaire, c'est-à-dire que toutes nos eaux usées finissent au même endroit et finissent dans une station d'épuration. Après, on a quelques zones isolées encore rurales, certaines zones même, où on a de l'assainissement individuel qui est mis en place. Quand nous, là, depuis tout à l'heure, on parle de réutilisation des eaux, on parle de comment réutiliser les eaux qui sortent de ces stations d'épuration derrière. L'eau qui est collectée par ailleurs, hein, c'est important. Voilà. Mais la thématique de réutilisation des eaux, elle intègre également des réflexions qui reviennent un peu en amont, c'est-à-dire chez soi. Comment est-ce que chacun individuellement peut commencer à travailler dessus? Comment chacun aussi, enfin chez soi évidemment, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, sur également comment d'autres nouveaux projets peuvent arriver pour se dire est-ce que cette solution unitaire est la meilleure? Est-ce que je ne peux pas séparer à la source mes eaux grises, c'est-à-dire mes eaux qui viennent de ma salle de bain, mes eaux qui viennent de mes toilettes à part dans un autre réseau, et pouvoir valoriser certains flux qui sont plus intéressants que d'autres? Avoir deux réseaux parallèles. Plusieurs réseaux. C'est une possibilité également intéressante qui rentre dans le cadre de la réutilisation des eaux au sens large. Si je reviens à la station d'épuration, nous, effectivement, ces stations d'épuration, globalement, elles rejettent dans le milieu naturel une fois que les eaux sont épurées. Oui. Elles rejettent donc dans des nappes, dans des cours d'eau, qui rejoignent des nappes, des milieux aquatiques. D'où un petit peu le lien avec ce que disait Noé tout à l'heure, c'est que en fait, demain boira-t-on de l'eau recyclée, c'est le thème de la journée, mais en fait, c'est pas demain, on le fait déjà, et on le fait déjà depuis des années. Et j'irais même plus loin que on consomme des avocats qui viennent de l'autre bout du monde. En fait, on a tous déjà bu des eaux qui ont été utilisées. C'est-à-dire que quand moi si j'habitais dans une agglomération qui se trouve en amont d'un grand fleuve, mes eaux usées sont renvoyées à une station d'épuration, finissent dans une rivière. Plus bas en aval, après un processus de traitement, après un processus de dilution dans le cours d'eau, après un processus d'épuration par les UV, la lumière naturelle du soleil, et avec un risque complètement maîtrisé. Mais du coup, on se retrouve indirectement, même nous déjà de manière totalement indirecte et très diluée, à déjà boire une partie de nos eaux. Après un petit passage dans un cours d'eau naturel. Donc toute la question, c'est plus de se dire jusqu'à quel seuil on est prêt à aller pour se dire quel va être le niveau de traitement et le niveau de dilution qu'on est prêt à accepter. Parce qu'en fait, on le fait déjà un petit peu, mais de manière très bonne. Et comment on rapproche la boucle pour se dire à quel point on est prêt à avoir, comme en Namibie, où quand ils ouvrent le robinet d'eau potable, c'est 25% d'eau traitée qui sort d'une station d'épuration. Voilà. Elle est là la question. On parlait tout à l'heure du projet Jourdain en Vendée, qui est le projet le plus emblématique sur la réutilisation des eaux en France. Ce sont les eaux de la station d'épuration des Sables d'Olonne qui sont renvoyées dans une retenue. Attendez, le projet est en cours de construction, hein, on n'y est pas encore. Nous, Écofilet, on fait l'accompagnement sur ce projet. Et les eaux visent à être renvoyées dans une retenue, à être diluées, après un traitement d'affinage et un traitement de désinfection très très intense. Ces eaux sont renvoyées dans le milieu naturel, donc dans une retenue, et derrière, en aval, on a un pompage qui est mis en place. Ça rejoint un peu le petit cycle dont je parlais tout à l'heure. On revient à la même chose, sauf qu'on on est sur une boucle beaucoup plus rapprochée, sur des niveaux de dilution beaucoup plus faibles, et sur un cycle qui est beaucoup plus visible, en quelque sorte. Ça se voit mieux. Voilà, c'est juste pour cet aparté pour repositionner un petit peu tout et se dire qu'en fait c'est une question grandement d'échelle jusqu'à arriver à
à la Namibie où c'est 25% comme je disais tout à l'heure, ou même à Singapour, on se retrouve avec des petites bouteilles d'eau traitée. Donc vous êtes en train de nous dire que ça existe déjà, qu'on en boit sans le savoir et que simplement en intensifiant les choses et en faisant prendre conscience des gens, les gens que ça existe, on va avancer un peu plus. On va avancer et peut-être arriver vers des boucles de réutilisation des eaux qui vont être peut-être de plus en plus proches, tout en maîtrisant le risque. Ça reste quand même l'enjeu majeur, et pour arriver à des systèmes qui économiquement et environnementalement vont être plus viables. Alors Rémi Declercq, je voudrais que justement on approche la qualité de l'eau quand elle est recyclée. Oui. Parce que c'est la question, est-ce qu'elle est assez pure? Est-ce que donc, il y a une législation qui cote ce qu'on peut faire là-dessus. Oui. Et donc l'eau est vérifiée au niveau bactériologique, au niveau des composants, au niveau des sels. Comment ça se passe? Quel est le contrôle qui se fait pour se dire oui, c'est une eau qui est réutilisable? Je crois que c'est important que le public entende ça, qu'il y a cette sécurité-là d'utilisation. Alors, je suis pas spécialiste réglementaire, on a d'autres spécialistes réglementaires avec Ecofilay, mais j'ai quand même une bonne vision de l'ensemble. Il faut se dire que ces réglementations, et ce qui est autorisé, ce qui n'est pas en France, je vais prendre l'exemple de la France puis même de l'Europe, ça dépend bien évidemment du type d'eau dont on parlait. Je parlais tout à l'heure des eaux des eaux ménagères, des eaux de salle de bain et puis des eaux sorties de station. Et puis ça dépend derrière de l'usage. En France, depuis 2010, on a un règlement qui nous autorise à réutiliser les eaux pour des usages d'irrigation de golf, d'irrigation agricole, d'irrigation d'espaces verts. Y compris par aspersion ? Y compris par aspersion. D'accord. Et depuis 2020, on a un règlement européen qui s'est imposé, qui va entrer en vigueur cette année, mais qui ne cible que les usages d'irrigation agricole. À ce jour, la production d'eau potable directe, c'est-à-dire faite en sortie d'une station pour directement produire à partir d'un traitement d'affinage très spécifique pour produire l'eau potable, ça n'existe pas, ce n'est pas autorisé. On n'y est pas. On n'y est pas. Par contre, on a des réflexions, et c'était tout un cheminement réglementaire qui a été mené avec Vendéo, on revient encore sur le projet Jourdain tout à l'heure, pour arriver à, comme je disais tout à l'heure, raccourcir cette boucle de réutilisation des eaux pour démontrer la maîtrise des risques et arriver à surmonter ces freins réglementaires sur les aspects de réutilisation des eaux. Alors bien sûr, derrière, je suis tout à fait conscient qu'il y a encore énormément de sujets à creuser sur des aspects de perception, de maîtrise des risques, mais ce sont des sujets qui globalement... on commence à... Ça avance. Ça avance en fait. Vous êtes optimiste. On est parti. On a bien vu qu'on n'avait pas du tout intérêt à tout recycler dans cette région déjà. Non. Mais en plus, quand besoin, vous êtes en train de nous dire, Rémi Declercq, que ça avance. On avance. Ça avance. Il y a une dynamique qui s'est mise en place peut-être il y a 2-3 ans depuis, on va dire, peut-être qui arrivait un peu avant les 2 dernières années de sécheresse qui ont été particulièrement intenses. Mais voilà, pour travailler dessus depuis 10 ans, je peux vous dire que par rapport à il y a 10 ans, il y a une dynamique qui n'a rien à voir sur le sujet. Il est probable aussi qu'on n'est plus conscient depuis 2-3 ans, 4 ans, du risque vis-à-vis du climat, de la planète, de la préservation de la planète. Il y a tout un mouvement qui s'est créé et qui, finalement, dans le grand public, sert ça. Oui, tout à fait. Les arrêtés d'irrigation de cet été ont été un fait marquant pour beaucoup. Nous, sur les différents sites où on n'a pas eu de restrictions du moment où les projets étaient en cours, on pouvait irriguer nos parcelles. Je reviendrai juste sur la question sanitaire. En effet, il y a bien une réglementation, il y a des seuils selon les systèmes d'irrigation aussi, les cultures. Et nous, à notre échelle, on essaie de répondre, être un peu en avance sur ces questions un peu de contamination, en réfléchissant sur toute la boucle. Ça veut dire le système d'irrigation, le sol, les possibilités d'internisation. Mais une des questions, par exemple, c'est la salinité de ces eaux, les contaminants émergents. Ça, oui. Et ça, du coup, on a déjà beaucoup d'éléments par rapport à ça pour déjà être à l'avance sur ces questions réglementaires. Alors, Nassim El Moued, vous aussi, vous êtes optimiste sur le fait que ça avance ?
Je pense que oui, ça va rentrer comme une des solutions pour beaucoup de territoires. Maintenant, il faudrait vraiment que par rapport à cette réflexion de la réutilisation agricole ou pour les autres usages, on essaie d'agréger d'autres solutions. Par exemple, est-ce que dans nos régions, on est obligé d'irriguer des grandes cultures avec ces eaux? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers des cultures plus adaptées? Il y a les solutions liées à l'agroécologie, il y a les systèmes d'irrigation plus efficients. Goutte, ouais. Voilà, il y a un ensemble de leviers, on parlait de leviers tout à l'heure, qui permettraient un peu plus de sustainabilité ou en tout cas d'être vertueux sur l'usage. Toute cette réflexion-là doit être importante, même sur la question de mix de ressources. Cette eau-là versus une autre type d'eau, hein, les déversoirs, on a parlé d'eau grise tout à l'heure. Tout ça va permettre, on peut être optimiste, d'avoir Quand on dit eau grise, c'est l'eau recyclée. L'eau grise, c'est les eaux qui ne sont pas mélangées avec les eaux des toilettes. Et donc ça, on peut avoir une boucle interne hein, dans les maisons ou dans les jardins. Un réseau eau grise. Alors, est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, des collectivités, etc., vous sentez aussi là, que ça avance, qu'il y a une prise de conscience, une volonté de trouver des solutions? Qu'est-ce que Noé, vous voulez répondre? Noé de Bonaventure, donc pour Veolia, eau. Pour répondre à cette question, moi je suis essentiellement sur le territoire de l'Hérault, et donc je vois que les collectivités, et notamment celles qui sont en littoral, s'intéressent toutes à cette question. Pourquoi ? Parce que quand je suis en littoral, ça veut dire que je rejette dans la mer, ou en tout cas, que c'est la dernière chance possible pour utiliser l'eau. On a très peu de temps pour rattraper une eau qu'on veut recycler. Elle part. Voilà, on est proche de la mer, donc elle part. Voilà. Et on n'est pas forcément dans cette situation où elle va être remise dans une rivière et réutilisée derrière, que décrivait Rémi tout à l'heure. Oui. Et du coup, les collectivités sont intéressées. Elles sont intéressées aussi parce que il y a de l'agriculture dans le coin et qu'il y a des usages. C'est jamais facile à trouver, mais des usages possibles à côté. Elles sont intéressées parce que cette eau qui est rejetée, comme on est dans un lit d'eau, quand on est dans un milieu d'étang, étang de Thau, étang palavasien, etc., il y a toujours des questions où va cette eau, comment est-ce qu'elle est traitée, est-ce qu'on peut lui donner une deuxième vie plutôt que de la rejeter soit dans les milieux des étangs, soit dans la mer directement, pour le cas de Montpellier. Et en tout cas, moi je connais un petit peu Montpellier parce qu'on y travaille, et la collectivité a souhaité, la régie des eaux a souhaité qu'il y ait une partie de réutilisation des eaux usées traitées dans le projet pour Maera, donc que l'eau usée issue des maisons des Montpelliérains soit des habitants de la métropole soit réutilisée. Voilà. Donc il y a des usages qui vont progressivement être mis en place. Une prise de conscience aussi là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura un pilote qui va être mis en place d'agroécologie, c'est-à-dire qu'on va tester sur de la culture de maraîchage, de potager, etc. On va tester la qualité des légumes et à des fins scientifiques, on pourra tester différentes qualités d'eau et faire des comparaisons. Et donc, enregistrer ça aussi pour la postérité et pour lever les freins réglementaires et pour lever les freins psychologiques en ayant des données scientifiques sur la qualité des légumes issus d'une eau recyclée. Exactement. Et donc c'est mesuré, et je vais juste compléter un tout petit peu. Attention. C'est vous qui avez le micro. Attention aux improvisations personnelles, parce que quand un domestique se lance tout seul dans une installation de traitement, et on le voit, moi je le vois, souvent on a des problèmes de qualité d'eau, la personne nous appelle en disant je suis malade, et en fait au fond c'est parce que l'adoucisseur qui était en place, il y a plus de sel dans l'eau. Voilà, donc d'ailleurs aux auditeurs qui nous écoutent, si vous avez un adoucisseur, c'est quelque chose qui s'entretient. Il faut faire des manipulations dedans, sinon il peut y avoir des problèmes de qualité d'eau. Et pareil, si les gens ont des installations entre guillemets personnelles, attention, si jamais par exemple j'utilise de l'eau de pluie, que je la stocke parce qu'en fait il pleut de temps en temps beaucoup, je la stocke longtemps, il peut y avoir des problèmes de développement de bactéries. Bien sûr. Que ces bactéries, si je ferme pas la cuvette des toilettes quand je lance la chasse d'eau, en fait il peut y avoir des problèmes sanitaires potentiellement, des projections. Oui. Et donc il y a tout un tas de questions qui se posent et qui doivent être confiées à des professionnels, ou en tout cas à des gens qui peuvent vous conseiller.
ou en tout cas qui nécessite de la part des domestiques qui veulent se lancer là-dedans, et ben vraiment de traiter la chose de manière sérieuse, parce qu'il peut y avoir des problèmes aux bonnes idées, voilà, des fausses bonnes idées qui peuvent être développées. Des fausses bonnes idées, notamment sur l'aspect bactériologique de l'eau, et aussi l'eau contient des sels minéraux qui sont indispensables quelquefois, et donc il n'est pas question d'épurer totalement une eau pour avoir de l'eau sans sels minéraux. Sur la question des sels minéraux, je laisserai peut-être les chercheurs. Je sens que, justement, vous avez envie de nous dire quelque chose, monsieur Ait Moureb. Oui, non, mais voilà, il y a beaucoup d'expériences où on est arrivé jusqu'à vraiment presque de l'eau déminéralisée. On était obligé de remettre une partie des eaux usées traitées pour compenser. Hein. Donc, en effet, après, c'est des eaux qui peuvent avoir une conductivité plus élevée. Hein. On a un cas, par exemple, pas loin de 7, où ça, c'est lié à l'intrusion saline. On parlait des cas côtiers, par exemple, l'eau de la mer rentrait dans les conduites qui amenaient les eaux usées vers la station. Et du coup, il fallait un traitement complémentaire. Après, pour l'agriculture, l'enjeu également, c'est de préserver également tout ce qui est fertilisant. Au sein d'INRAE, avec un ensemble de laboratoires, c'était que le LBE, on travaille beaucoup sur l'Institut européen des membranes, sur la station du futur qui permettra, selon les besoins de la plante, laisser l'eau, mais également tout ce qui est fertilisant. Et par rapport à l'enjeu sur le coût des fertilisants, ça va être utilisé à la demande selon le besoin de la plante. Ça veut dire qu'on laisse l'eau, ça c'est les besoins en eau, mais également par rapport à l'azote, le phosphore, du coup on laisse ce gisement en fertilisant pour un usage agricole. Mais ça, du coup, il faut repenser également les stations qui ne prennent pas en compte cette possibilité forcément d'irriguer les cultures. Alors, on sait que la métropole est assez avancée sur la question de l'eau. C'est beaucoup de recherches là-dessus et beaucoup de mise au point de systèmes performants. Juste pour rebondir sur ce que disait Nassim, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, avec les collectivités, mais même nous tous, avec les citoyens, c'est repenser la construction. En fait, on ne peut plus construire, je parle en tant que constructeur, mais on ne peut plus construire comme on le faisait à l'époque où il y a 10 ans. Aujourd'hui, une station, ça se construit en réfléchissant en fait à un deuxième usage de l'eau, de l'énergie, etc. Et donc, ça permet de créer, si vous voulez, un modèle économique autour de tout ça. Donc pour Épure, vous êtes déjà dans cette dynamique de dire, quand on fait une station, on doit avoir en tête les évolutions d'usage. Totalement. Donc, en fait, c'est un peu une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui va étudier une usine, il va répondre à un marché de travaux, très clairement. Mais c'est aussi s'associer avec d'autres acteurs qui, après l'eau en sortie, qu'elle aille dans un émissaire ou alimenter un cours d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Tout dépend des environnements, effectivement. Bien sûr. Là, on parle de la région méditerranéenne, mais... Alors, vous évoquiez en antenne les reuse. Des systèmes de réutilisation de box. Dites-nous un mot pour qu'on comprenne un peu ce qui se met en place au niveau technologique même. Voilà. Aujourd'hui, comme l'expliquait Rémi, si vous voulez, aujourd'hui on a été mandaté par l'eau France, donc par Veolia, il faut faire la distinction entre la consommation, les consommables externes et internes. Quand je parle d'interne, c'est à l'interne même d'une station d'eau usée où on a besoin d'autres process, si vous voulez, pour nettoyer les machines, etc. Voilà quoi. Et aujourd'hui, on a été mandaté pour faire 30 reuse box. Donc, très clairement, au lieu de puiser directement sur des forages ou sur de l'eau potable, on va utiliser sur tout un tas, sur des usines qui ont bien été ciblées pour la réutilisation des eaux usées, quoi. Donc, on a développé nous en interne. Oui, tout à fait. Déjà, des comportements vertueux, entre guillemets, en interne. Totalement. C'est la démarche, en fait, pour répondre. Une réutilisation, puis ça permet de modéliser pour d'autres. Tout à fait. Au final. Alors que pour vous, Rémi Declercq, c'est la méthode que vous préconisez de commencer comme ça sur des utilisations, recyclages locaux et puis ensuite aller croissant quand vous conseillez? Encore une fois, je ne peux pas répondre de manière aussi assez catégorique, mais globalement, oui, on a besoin de sites peut-être à petite échelle, un peu de démonstration. D'abord, pourquoi on veut démontrer, pourquoi ces projets plus petite échelle, c'est pour pouvoir montrer
pour pouvoir valider, pour Voilà. pouvoir communiquer et montrer que ça marche, tout simplement. Exactement. Donc, c'est une validation à petite échelle et qui permet d'avoir des données pour élargir sans risque la pratique. C'est ça, encore une fois, chaque projet est spécifique, donc chaque projet a besoin de reprouver à différents acteurs locaux, à des législateurs, etc., qu'il est sécurisé, et du coup on a très souvent besoin de passer par une phase de démonstration. Alors, on va pilote. parler de choses qui fâchent à présent. Quel est le poids financier de ces démarches ? Alors, Parce qu'il y a forcément une conséquence financière. Donc, Nassim Haït Moeb approuve, je vois. Alors, qui est-ce qui veut commencer sur l'aspect financier ? Parce qu'effectivement, il faut quand même en prendre conscience et puis lever ce frein-là. Alors, je peux reprendre. Globalement, je vais prendre un projet de réutilisation des eaux. On ne va pas parler d'eau potable, réutiliser de l'eau pour produire de l'eau potable. Oui. On va parler pour produire de l'eau d'irrigation. Oui. Pour produire de l'eau d'irrigation, un agriculteur actuellement, il va prélever soit dans un canal, un réseau d'irrigation collectif, soit il va lui-même créer son point de prélèvement dans une nappe, un forage, un pompage. Là, dans le cas de la réutilisation des eaux, c'est différent parce qu'on a besoin de mettre en place un système de traitement spécifique dédié. L'eau en sortie des stations d'épuration n'est pas de qualité suffisante pour pouvoir irriguer. Exactement, donc il y a une phase intermédiaire. Il y a une phase également de transfert d'eau, de transport, et du coup, on arrive avec des coûts qui, globalement, ça dépend énormément du site, ça dépend énormément du lieu, des caractéristiques du territoire, sont globalement plus élevés qu'un coût pour un agriculteur d'aller prélever lui-même l'eau dans son milieu directement. Donc ça, c'est pour l'irrigation agricole. Après, pour produire de l'eau potable, effectivement, ça a été relativement peu étudié, mais on a également des infrastructures de traitement des eaux qui sont très coûteux, à la fois en termes d'investissement et puis également en termes d'exploitation derrière. Et puis on va avoir également des questions de transport et puis même de stockage d'eau qui peuvent être importants. Mais le dernier point sur lequel je veux revenir, c'est que souvent réfléchir à la réutilisation des eaux pour produire de l'eau potable directement en sortie d'une station sur le modèle qui est mené par exemple en Namibie ou même à Singapour, à savoir je prends l'eau et l'eau d'une station d'épuration, je la traite et je la réutilise, je la réinjecte dans un réseau d'eau potable, quelles que soient les modalités. Et ben, paradoxalement, ça peut être moins coûteux que beaucoup de projets où on veut réutiliser cette eau, mais on veut s'interdire de la réutiliser de manière directe pour des questions de perception, pour des questions de gestion du risque, parce qu'on n'a pas le transfert d'eau à faire. Souvent, la station d'épuration, elle est proche de la ville. Souvent, et la ville, c'est là où on a besoin d'eau potable. On n'a pas besoin de la ramener dans un endroit, dans une zone agricole qui est externe. Et quand on voit les flambées du coût de l'énergie, les flambées des coûts des matériaux, c'est encore plus exacerbé maintenant. Mais le coût de transfert, de transport d'eau, ils sont très importants dans ces analyses économiques de projet. Donc parfois même, de vouloir réutiliser, alors ça se fait pas en France actuellement, de manière directe, cette eau en sortie d'une station dans un système d'eau potable, eh ben, ça peut être beaucoup plus avantageux d'un point de vue économique. Donc si on en avait besoin à un moment donné, économiquement, c'est à peu près envisageable en tous les cas. Si on avait besoin, on avait assez de sécheresse pour justifier cette démarche. On revient un petit peu à la loi de l'offre et de la demande. Mais en fonction des territoires et des contraintes hydriques sur certaines périodes, l'eau sur certains territoires en déficit, l'eau n'a pas de prix. On est prêt à payer très cher pour avoir de l'eau, ce qui n'est pas le cas habituellement, mais voilà. Donc c'est la question effectivement de la rareté de l'offre et de le fait que ça c'est bloquant ou pas en fait. Alors je voudrais demander à Nassim Haït Moeb si vous êtes dans cette même démarche par rapport à cette rareté de l'eau et au coût économique. Oui, tout à fait. On a cité les deux cas de Clermont et de Noirmoutier. L'autre solution, ça aurait été l'eau potable. Donc on était vite à 1 € le mètre cube. Donc d'un point de vue économique, c'était tout à fait intéressant et c'est pour ça qu'il y a eu un appui fort des agriculteurs, mais également des collectivités. Après, voilà, il y a le comparatif avec des eaux agricoles qui sont, on va dire, autour de 30 centimes. Et c'est vrai que cette réutilisation des eaux usées, il y a l'investissement.
il y a la maintenance, il y a le suivi également, il y a tous les suivis de qualité obligatoires pour entrer dans la réglementation qui vont ajouter un surcoût. Et après, ça apporte, nous on a beaucoup étudié des cas d'un point de vue, on va dire, sociologique ou dans les pratiques, une complexité pour les agriculteurs. Et donc sur la gestion globale du projet, donc ça, du coup, ça peut être également un frein. J'ajouterai juste un point par rapport à l'eau potable directe. Ça se fait très rarement. La plupart des cas, c'est plutôt en passant par un bassin ou par un cours d'eau, parce qu'il y a la question aussi de la sécurité, parce que l'eau potable, s'il y a un dysfonctionnement, si c'est un système direct, on n'a pas le côté tampon, on va dire, d'un système qu'on peut avoir sur le lac Jourdan. Donc du coup, il y a un petit bémol, on va dire, sur cette partie de reuse direct, qui est très rare, et qui demande vraiment un investissement fort sur le suivi de la qualité d'eau. Bien sûr. Alors, effectivement, vous nous disiez que les équipements sont coûteux, le transport est coûteux. C'est important de comprendre ça, en fait. Noé de Bonaventure, vous êtes un homme heureux. Il y a une recherche énorme qui se fait sur l'eau à partir de Montpellier, de l'Hérault, en tous les cas, et de la métropole. C'est un pôle majeur, là, de recherche sur des nouvelles pratiques et des nouvelles expertises. Alors, très honnêtement, on a un dynamisme à Montpellier qui est vraiment intéressant sur les questions de l'eau, parce qu'il y a des entreprises, il y a des petites startups, il y a le pôle de compétitivité Aquavalley, il y a le centre UNESCO IC Reward. Donc avoir un centre UNESCO, c'est quand même quelque chose de précieux, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un pôle de référence mondial. Donc il y a tout un tas d'acteurs. Ce centre UNESCO, je vous coupe une seconde pour nos auditeurs, ce centre UNESCO, c'est un centre de référence sur les qualités d'eau, sur la méthodologie ou sur la recherche? On va dire que c'est sur la recherche. En général. Ouais. Okay. C'est un pôle de recherche. Et donc c'est un pôle de recherche UNESCO qui est basé ici. Oui, après on a aussi l'agri, on a l'université, on a Polytech. On a énormément de structures qui travaillent sur l'eau et la qualité de l'eau. Et donc pour vous, Veolia, c'est quand même une base fondamentale. Ouais, très content de pouvoir en discuter, en parler, puisque parler de l'eau, c'est déjà agir. Hein, pour prendre la petite devise des impacts qu'a fait. Et puis ensuite de monter des projets concrets, des démonstrateurs. Et au-delà de Montpellier, il y a un dynamisme sur tout le bassin méditerranéen et Pure est aussi là pour participer à cet effort. Moi, globalement, ce que j'aimerais conclure avec un mot. Ce mot, c'est Jourdain. Jourdain parce que c'est un projet emblématique et il faut que vous alliez vous en rendre compte. Jourdain parce que c'est un fleuve qui est un fleuve dans une zone aride, donc intéressant, où est-ce qu'on peut aller trouver de nouvelles ressources, notamment pour les endroits où c'est précieux. Et puis Jourdain parce que c'est Monsieur Jourdain, c'est celui qui faire de la prose sans le savoir, qui faisait de la prose sans le savoir et donc qui fait de la réutilisation des eaux usées traitées. Et on le fait déjà tous en fait quelque part sans le savoir. Voilà. Donc une très belle conclusion puisqu'il s'agit, on le voit, de tous les aspects et techniques et comportementaux, et certainement que le bon comportement, c'est de toutes les façons, pour les gens qui nous écoutent, économiser l'eau à la base. Ça reste ça, Monsieur Aït-Moued. Donc, un mot de conclusion pour chacun, et puis on repassera à monsieur... Oui, juste en complément par rapport au dynamisme aussi, par rapport à la région. Voilà, on est avec la métropole et la chaire eau et agriculture en train de monter un Living Lab. Donc, c'est un observatoire un peu de réflexion sur l'économie d'eau. Très bien. Donc, ça sera un complément également visible. Donc, très bien. Jean-Paul Dubois, un mot Merci. Un demi-mot? Oui, un demi-mot, parce qu'on n'a pas trop de temps, apparemment. En fait, on est tous des acteurs ici. Enfin, donc, c'est ça qui est hyper important, c'est que nous, on a un Vous travaillez de concert. Oui, et totalement. Donc voilà, juste l'année dernière, c'est vrai qu'on était relativement choqués par rapport au feu qu'il y a eu dans l'Aquitaine, etc. Et ils ont éteint le feu avec l'eau potable, quoi. Bon, voilà. Et à côté de ça, il y avait des arrêtés préfectoraux, on ne pouvait pas arroser. Donc, vous voyez, voilà, l'ambiguïté, elle est là, en fait. Hein. Et donc, Rémi Declercq, le petit mot de la fin. Oui, non, la réutilisation des eaux, comme on l'a dit, pas la solution miracle. Un levier assez important face au déficit hydrique. Attention à la maîtrise des risques, attention à la
bonne gestion de projet. Mais globalement, je suis assez confiant. On ne fait pas n'importe quoi. Noé de Bonaventure, on va vous laisser le mot de la fin. On ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine. Alors, vous êtes optimiste ? Toujours. Après, optimiste mais réaliste, parce que c'est le plus important. Et donc, du coup, prendre en compte les contraintes qu'ils vont avoir. Essayer de fédérer et tous ensemble à Montpellier on peut le faire, de dynamiser un peu les choses pour que des projets puissent naître, même si économiquement aujourd'hui c'est pas viable, pour qu'on ait détecté les filons et qu'on soit capable de les exploiter le jour où on en aura besoin, ce qui peut arriver très vite sur des périodes courtes en été. Voilà. Et donc je le dis, j'espère que on sera prêt quand il faudra être prêt. Donc restons de concert pour que cette région déjà reste un pôle de recherche sur l'eau et de mise en œuvre aussi technologique sur l'eau. Travaillons de concert aussi parce que si l'économie d'eau ne fait pas le bonheur, elle y contribue. Donc déjà au niveau des comportements de chacun. Et puis il est à parier qu'on va avancer tranquillement mais sûrement. Je voudrais vous remercier, Rémi Declercq, vous êtes coordinateur du pôle recherche et développement chez Ecofilae. Merci Jean-Paul Dubois, directeur de Epur. Nassim Haït-Moueb, vous êtes chargé de recherche à l'INRAE en lien avec énormément d'organismes de recherche que j'ai cités tout à l'heure. Noé de Bonaventure, vous êtes directeur du territoire Hérault pour Veolia Eau. Merci à vous et je rappelle que ce plateau pourra être réécouté sur Facebook, sur notre site, sur nos téléphones et vous pourrez vous réimprégner de toutes les choses tout à fait intéressantes qui ont été évoquées par nos spécialistes aujourd'hui. Merci à tous.